Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Alessandro qui a accepté de venir discuter un peu avec moi. Alors déjà merci beaucoup. Merci à toi. On puisse papoter un petit peu, j'ai quelques questions parce que voilà, je participe à Miskatonic, j'en ai déjà parlé sur la chaîne et donc je voulais creuser un peu la chose parce que j'ai beaucoup apprécié. Et donc d'abord je voulais parler un petit peu de Chaos League parce que déjà il y a un truc qui m'a surpris. On m'a dit, tu fais partie, tu l'as dit toi-même, tu fais partie des fondateurs de Chaos League. Mais sur le site de Chaos League, il y a écrit expérience immersive depuis 1992. What the... C'est vrai, on a commencé quand on était très jeune, en 1992. Et moi j'avais 12 ans. Ah ouais? Oui, les grands en avaient 15, c'était les adultes. Et on a commencé comme un groupe de gens qui étaient passionnés du jeu de rôle de table. Et donc on a commencé à jouer avec les jeux qu'il y avait à l'époque. On était super passionnés. C'est un groupe de gens qui habitaient dans la même petite ville. Et donc il n'y avait pas grand chose à faire. Donc ça pour nous a été aussi un moyen d'être ensemble, de faire quelque chose de créatif tous. Et en devenant de plus amis. Et puis on a su très tôt qu'il y avait aussi la possibilité de faire ça en live, avec ton corps, avec les costumes, enfin en étant ton personnage toi-même. Et donc, on a organisé les premiers qui étaient le style qu'il y avait à l'époque. Donc, c'était un jeu fantasy dans le bois et tout. Et on a été super passionnés. Et donc, on a continué à le faire. Et là, ça évolue avec nous-mêmes. Et donc, de plus en plus, c'est devenu plus grand. On est parti à la fac, on a commencé à aborder d'autres sujets. On a commencé à se voir ensemble, à se voir autour, qu'est-ce qu'il y avait, et voyager. Et donc, on continue. C'est le même groupe. Il y a eu des gens qui sont partis, des gens qui sont arrivés. Mais l'histoire, c'est la même qui change parce qu'au fur et à mesure, on évolue. Donc ça fait plus de 30 ans. Waouh! Donc vous avez créé le groupe ado quoi. Exactement. Et aujourd'hui, c'est une organisation professionnelle. Écoute, ça s'appelle Chaos League. Ça se voit que c'est les années 90. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une organisation professionnelle ou comment ça marche? Okay. Et non, c'est pas professionnel parce qu'on a tous des autres boulots qu'on adore et qu'on a étudié pour le faire. On a eu des formations. Moi, personnellement, je suis professeur à la faculté et donc je ne veux pas le quitter. Et aussi, ça nous permet de faire des jeux qu'on veut parce que si ça devient un travail 100%, comme tous les travaux, il faut faire quelque chose que tu n'aimes pas de temps en temps. Il faut faire des choses juste parce qu'elles soient rentables et tout. Comme ça prend beaucoup de temps, mais c'est encore quelque chose qu'on fait parce qu'on aime. Et donc là, ça marche bien. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à nous. Mais on ne fait pas ça, pour avoir plus de gens. C'est ce que tu devrais faire si tu t'amuses. Mais donc, ça nous permet d'avoir une approche qui est quand même... pas sérieux parce qu'on rigole beaucoup, mais ça veut dire on sait qu'il y a des choses à faire. Et on le fait, mais on le fait avec une certaine légèreté. Parce que quand je vois un jeu comme Miskatonic, ça demande beaucoup d'organisation. On voit la qualité de la finition, les documents, le décorum, c'est très travaillé. Oui, c'est très travaillé, tu as raison, et ça prend du temps, tu as raison. Mais aussi avec l'expérience, ça nous permet, en fait, ça prend pas tout le temps qu'il prenait il y a quelques années. On sait un peu comment il faut faire, enfin, on a appris beaucoup de choses. Le fait qu'on a un peu d'expérience et qu'on est beaucoup, parce que je ne sais même pas dire combien on est, parce que c'est un collectif dans ce fluide, pas tout le monde est sur tous les projets, mais disons qu'avoir des gens qui t'aident, c'est pas difficile. Donc ça veut dire que c'est pas deux personnes qui font tous parce que ça serait impossible. Ça commence à être 10, 15, alors ça va. Ouais, vous avez quand même un groupe qui est suffisamment grand et suffisamment où tout le monde met la main à la pâte pour pas être les derniers à te charger le camion tout seul. Ça on le fait toujours. En fait, on a une règle, on va dire les travaux les plus lourds, celui que personne ne veut le faire, on le fait tous ensemble. Parce que voilà, les fourgons, c'est un bon exemple. Personne n'aime ça, donc on le fait tous ensemble. Voilà. Et donc, vous avez, si j'ai bien vu sur le site, il y a 8-9 jeux différents qui existent aujourd'hui sur le wiki. Alors, il y en a plus, parce qu'on existe depuis longtemps. On va dire que sur les sites, on met ceux qui sont, celui de la dernière phase, on va dire, les derniers 8 ans, quelque chose comme ça. Parce que celui qu'on a fait avant, il y en a certains qu'on a oubliés. Certains où on se souvient juste d'un morceau et avoir les matériaux, c'est difficile. Donc, ce qu'on a mis sur les websites, c'est selon qu'on peut refaire quand on veut.
Ok. Tout ce que tu vois sur les sites, on a déjà, on les a fait quand il y avait déjà les moyens technologiques, par exemple, d'avoir toutes les écritures dans un fichier ou sur Google Drive, ou il y a encore les objets qu'on n'a pas jetés et tout ça. Donc c'est celui qu'on peut refaire et qui nous rassemble dans la phase créative où on est maintenant. Peut-être en futur on fera autre chose, sûrement on va faire autre chose, mais voilà, sur le website tu as la photo du moment, du temps récent, on va dire. J'ai vu qu'il y avait différents styles, mais pour revenir sur celui que je connais, du coup, Miskatonic, il y a 113 personnages qui ont chacun 8 à 10 pages de... Donc il y a plus de 700 pages d'écriture. Ouais. Combien de personnes ont écrit ça? Je crois entre 10 et 12. En grosse équipe d'écrivains. Ouais. 10 et 12 personnes juste pour l'écriture. Oui, des fois c'est des gens qui font l'écriture et qui font aussi autre côté du même événement. Mais oui, parce que sinon tu ne pourrais pas. Et c'est combien de temps depuis l'idée jusqu'à la réalisation, à peu près? Ça change de projet à l'autre. Miskatonic, ça a pris un peu moins d'un an faire tout. Ah ouais. C'est pas si long. On a notre rythme, on va dire. Ouais, en fait, nous, souvent, le design, c'est celui qui donne l'étincelle pour tout. Donc avant, on s'assoit, on dit, OK, qu'est-ce qu'on veut que les joueurs fassent? Quelles sont les limites du jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quel est le type d'expérience qu'on veut jouer? Et donc, on commence de ça. Et puis, à partir de ça, on sait, OK, donc on veut les joueurs, que les joueurs fassent ça. Donc, il faut qu'il y ait deux groupes, par exemple. Et ces deux groupes, ils font ça. Donc, il faut une chambre pour ça. Donc, tout le reste, l'organisation de l'espace de jeu, des groupes de jeu, l'écriture des personnages, tout vient après. La première idée, que c'est l'expérience. Avant, c'était plus les settings, les mondes fictifs. Ouais, okay. On veut faire un jeu dans l'univers de Cthulhu. Et là, c'est un peu différent. On dit on veut faire un jeu où les gens expérimentent ça, ça et ça. Donc, donc on a notre corps. Le corps, c'est ça. Et donc, quels vêtements on va mettre sur le corps? Et là, on va voir. Parce que pas tous les vêtements vont avec tout le corps. Donc, on va dire, mais ça. Mais dans cette phase, l'expérience vient en premier. Okay. L'expérience et l'espace de jeu aussi. Justement, j'ai trouvé que c'était ce qui m'a vraiment le plus plu. C'est la manière dont vous organisez les relations. Et le fait qu'il y ait cette espèce de diagramme de les trois relations fortes, le society, le groupe d'études, la classe, qui fait que ça peut partir dans tous les sens. Ça fait partie du design de base. C'est une idée. C'est une idée qu'on a fait exprès pour Miskatonic. Parce que oui, il y en a certains qui sont semblables dans d'autres événements, mais Miskatonic a sa propre parce qu'on s'est dit, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, donc on est très content. Mais ces succès aussi, ça pose des problèmes parce que on a eu à peu près 800 joueurs. Donc on s'est dit, forcément, ces 800 personnes n'ont pas les mêmes histoires de jeu, la même culture, la même mentalité, ils sont différents dans tous les aspects possibles. Donc, dire, il faut que ces gens viennent dans le même endroit pour faire la même chose dans ces week-ends. Comment on peut faire? Donc, on a travaillé beaucoup sur la clarté de jeu. On a essayé d'expliquer le plus possible qu'est-ce que c'était le jeu et où c'était les points d'intérêt du jeu. Donc, on a fait un schéma de ça et on a dit aux gens, écoutez, dans ce jeu, il y a 3 points. 3. Et là, on était très drastique parce qu'on a dit, si les règles ne sont pas sûres, toutes les zones grises, quand tu ne connais pas les personnes, ça peut être un problème. Je ne sais pas où ça va partir. Voilà. Donc, on a dit, tu viens à faire ce jeu si tu aimes bien faire une enquête style un peu Cthulhu parce qu'il y a toute l'histoire archéologique, il y a des mystères. Donc, il y a une partie qui c'est la découverte des mystères. Et après, on expliquait comment ça a été fait. On le fait pendant les leçons, pendant les cours, en parlant avec les professeurs. Tu as les moyens pour comprendre ce que tu as trouvé au niveau historique. Puis, il y a les côtés surnaturels, parce que c'est du Cthulhu, donc tu vas voir peut-être des trucs qui n'existent pas, ou voir une partie d'horreur, et tout ça. Et après, on expliquait quel type d'horreur. C'est pas un jeu où il y a des monstres qui te courent après, ou où il y a des combats. Il faut être vraiment clair
parce que pour certains gens, et c'est complètement OK, et faire un Cthulhu-Lark, ça veut dire aussi, à un certain moment, prendre de la dynamite et la balancer à un monstre. Parce que ça arrive aussi des fois dans les nouvelles de Lovecraft. Il y a différents côtés. Donc on a dit c'est ces côtés de l'horreur psychologique, très nuancés. Donc si vous aimez autres types d'horreur qui sont plus évidents, c'est pas votre jeu. Et le troisième, c'est la vie universitaire. Tu es dans un campus, donc tu as tes amis, tes ennemis, la personne qui t'aime bien, la personne que tu détestes, la personne que tu veux séduire. Donc, au-delà de ces 3 points, il n'y a rien. Si tu essaies d'y aller, le jeu ne te suivra pas, tu te trouveras tout seul, il n'y aura pas d'amusement pour toi et pour les autres. Donc, ça, c'est interdit. C'est interdit pour les jeux. Donc, fais pas ça. Voilà. Si tu crois que c'est les jeux où tu peux prendre les doyens en otage et dire non, c'est pas ce genre de jeu. Il faut être si évident. Dire tu peux pas tuer les doyens. Parce que pour certaines cultures des jeux, s'il y a un chef, il faut le tuer pour mettre un autre chef. Et c'est normal. Et je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas le jeu. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas le but ici. Donc on a dit les designs doivent être solides et pour ça, pour finir avec la réponse, et aussi les relations doivent être très claires. Donc, tu as des gens qui te voient tous les jours dans ta classe. Il y a des gens que tu vois pour ton groupe d'études. Et à chaque groupe, tu fais quelque chose de différent. Dans la classe, tu suis les cours état, les cours avec les groupes d'études. Tu vas à l'intérieur de la folie, de la peur. Donc, ça, c'est un groupe qui fait ça. Et puis, tu as ta société, ton groupe de personnes qui est plus semblable avec toi. Et ça, c'est les gens pour tes relations en dehors du boulot. Et donc, c'est des gens avec qui tu vas te sentir à l'aise et faire ce que tu vraiment ressens. Donc, tout était une sorte de map qu'on a doué aux joueurs, qu'on a envoyé aux joueurs. On dit, ça c'est le jeu. Voilà. C'est vraiment très chouette parce que comme tu as toutes ces occasions de rencontrer des gens, il se passe déjà plein de choses. Et il y a aussi cet aspect que j'ai un pote qui appelle ça j'ai une chasse aux papillons. Où en fait, tu peux aussi accrocher n'importe quoi qui se passe autour. Des discussions, des dialogues, mon BG, il y a un morceau de mémoire qui manque. Moi, mon partenaire de jeu m'a dit on va chez Mind's Eye, on va aller faire hypnotisme, on va aller jouer une scène avec eux. Et du coup, ça entraîne tout un truc. On essaie d'en trouver un, où on discute, où on découvre la société. Ça marche vraiment bien. Et au final, j'ai l'impression d'avoir interagi avec 50 personnes sur les 100. C'est énorme. On était très contents parce qu'un des commentaires les plus positifs qu'on a eu, et on l'a eu souvent, c'était j'ai beaucoup aimé les jeunes parce que tout ce que j'ai fait, c'est jamais tombé à l'eau. Il y avait toujours quelqu'un qui me répondit. Donc je dis qui veut faire une séance, il y avait toujours quelqu'un pour dire moi. Ou qui peut m'aider avec ça, il y avait toujours quelqu'un. Parce qu'en fait, on a découvert pendant le jeu que tous les pôles de jeu qui étaient très clairs, donc me donnaient de l'espace pour savoir si je voulais faire ce qu'on m'avait conseillé et s'il y avait quelque chose à l'extérieur, je pouvais l'accepter en sachant que c'était un peu à l'extérieur. Donc c'est quelque chose que je faisais et j'attendais pas que ça se rebondisse sur mon histoire principale, mais c'était un bon moment que je voulais vivre avec les autres. Donc j'investis pas trop, mais j'investis le juste parce que je vois que c'est un moment qui peut donner quelque chose. Mais après, je sais toujours que je dois retourner dans les 3 pôles que j'ai. Donc, si tout est clair, je sais aussi quand je peux sortir de la clarté pour y rentrer. C'est ça. De temps en temps, c'est 1 heure qui est en dehors, mais qui est intense, qui est bien, qui va faire un beau souvenir, qu'on va reparler après, qui était chouette. Tu avais beaucoup de différences entre les 7 runs, ça s'est passé très différemment ou en gros il y avait des différences, il y avait des points communs, que c'est des points que nous on dit avant le jeu. Juste pour te donner un exemple très facile, le jeu ça finit avec les balles. On le sait. On dit au début du jeu, tu passes 3 jours à l'université, le dernier jour c'est la fin de l'année, après c'est les vacances. Et donc on finit avec, la tradition nous impose de danser, donc la dernière scène c'est une danse. Et la danse, c'est la danse où tu vas et tu dis au revoir à tes amis, on se voit l'année prochaine. Ouais. Donc toutes ces scènes se sont passées plus ou moins de la même façon. Parce qu'on voulait ce voyage émotif. Puis il y a eu des différences à l'intérieur de ces voyages. Par exemple, la 6e run, à un moment donné, j'étais dans la salle des organisateurs pour faire un truc, je ressors, il n'y a personne. Il n'y a personne nulle part. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ne sont pas dans les couloirs, ils ne sont pas dans l'université, ils ne sont pas dans les classes. Qu'est-ce qu'ils sont? Et après, je vois qu'ils sont tous dans la cour intérieure, mais tous, 100 personnes, qui font un rituel, tous ensemble.
Je sais pas pourquoi, c'était pas prévu. Et ils ont commencé à parler des boucheries, ils ont dit il faut faire quelque chose parce qu'on se sent menacé. Et il y en a certains qui ont dit nous on sait comment faire parce que c'était des personnages qui étaient dans l'occulte par exemple. Et ils ont dit voilà, et ils ont inventé les rituels, les moments où le faire, ils se sont rassemblés tous et ils ont fait. Ça c'est quand même un exemple qui est marquant parce que qu'il y ait des choses qui se génèrent toutes seules et donc soit différent entre les gens, c'est normal, c'est un peu ce qu'on cherche dans ce genre de jeu. Mais qu'il y ait une scène comme ça qui regroupe tout le monde. Ouais. Je me souviens juste de 2 personnes qui sont venues dans la salle des jeunes en disant on a pensé une scène pour un rituel mais malheureusement on n'a pas de chandelles nous. Est-ce que vous avez des chandelles nous apporter? On dit ok. Et de ça, Butterfly Effect, 100 personnes et j'ai revu les chandelles, j'ai dit ah c'est ça. Wow. Il faut que les joueurs rebondissent. Il faut que quand on essaye de jouer quelque chose parce que c'est dans le background et que la personne en face ne rebondit pas ou n'a pas lu la même chose ou n'a pas d'intérêt pour ça, ça peut vite tomber à l'eau. Est-ce que j'ai pas envie de dire la qualité, mais la volonté des joueurs a un fort effet sur Alors, la réussite ou pas? c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup en Chaos League. Parce qu'on sait qu'avec les joueurs qui ont la bonne chimie, tu peux donner un stylo et dire ok c'est bon, tu reviens 2 jours après, ils ont eu le meilleur moment de leur vie et tout super bien. Mais ça, et c'est quelque chose qui c'est bien, comme auteur tu sais que tu peux faire confiance à ça. Mais si tu relis jusque sur ça, en fait tu fais plus de design. Oui. Tu trouves de bons contextes, ça peut être bien, mais ça peut tomber à l'eau. Et puisque c'est un gros gène, et tu dois voyager et tout, on ne veut pas que ça arrive parce que si tu tombes bien, c'est bien, si tu tombes mal, c'est très mal. Donc, avec les designs, on essaye de limiter ça. Bien sûr, si un joueur qui ne veut pas jouer ou qui sur le moment ne veut pas jouer, il n'y a pas moyen, tu ne peux pas l'obliger. Oui. Mais tu peux faire tout ce que tu peux avant le jeu pour lui donner les outils les plus faciles pour interagir. Parce que souvent, les gens qui ne rebondissent pas dans les gènes, ils ne sont pas des gens méchants. Ils sont là pour s'amuser, mais ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'ils sont fatigués. Millions de raisons. Mais c'est jamais, et j'assume toujours la bonne foi parce que c'est quelqu'un qui a fait tout ça pour être là et a pris des congés et tout. Donc, bien sûr, il veut jouer. Mais, alors, on a dit, on donne des outils très clairs. Alors, par exemple, avant le jeu, on prévoit des moments où les gens se parlent. Oui, ça c'est la première tout. Voilà, t'es qui, tu veux jouer ou quoi. Puis on a des moments très clés dans la journée. Par exemple, les society, qui c'est les gens plus semblables à toi, non? Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, par exemple, une société, c'est les gens qui font des blagues. Et l'autre, c'est les gens qui aiment la poésie et l'art. Et l'autre, c'est les gens qui ont l'occulte, il faut des rituels. Et ils sont 6 différents trucs. C'est très facile dans Miskatonic d'avoir quoi faire avec ces personnes. Parce qu'on a prévu un moment dans la journée, à 9h, toutes les sociétés se voient, se rencontrent dans leur salle. Donc, on t'a dit, si tu veux jouer son côté des personnages et tu veux faire des blagues, si tu te vois à 9h avec tes copains qui aiment faire des blagues et vous aimez rigoler et picoler un peu, alors à 9h, c'est le moment. Donc, c'est plus facile pour moi d'y aller là-bas et savoir que maintenant, c'est le moment de te rebondir sur ça parce qu'on me l'a dit. Donc, on a fait un espace et un temps dans la journée parce que ça arrive. Puis, bien sûr, ça peut arriver aussi en dehors de ce moment. Oh, il y a toujours les cas où quelqu'un qui arrive là et quand même, ça ne marche pas. Mais la majorité des cas, ça marchait parce qu'on a fait une structure solide où on t'a dit où et quand tu peux faire quoi. Tu peux faire ailleurs, mais on a déjà conseillé un chemin où, juste en suivant ça, tu auras ton expérience. Et dans les sociétés, justement, il y a un petit effet de groupe, puisque justement, tu vas être tiré par le fait qu'on est plusieurs et qu'il y a toujours quelqu'un dans 12 personnes. Il y en a toujours un qui va être un peu leader et qui va... Voilà, mais c'était dans les groupes qui étaient les Knife and Blade Society où les gens passionnés par l'occulte, l'au-delà et tout. Si tu veux jouer, si tu prends un personnage de ce type-là, ça veut dire que tu veux explorer ça en jeu. Donc, si je te dis, t'aimes l'occulte, démerde-toi, tu dois aller courir autour de 100 personnes. Est-ce que quelqu'un veut jouer une séance avec moi? C'est difficile. Si je te dis, à 9h, tous les gens intéressés d'occulte sont là, tu proposes une séance, il y a 1000 personnes qui veulent le faire. Donc, c'est simple, mais ça marche. Ça marche. Oui, c'est que là, justement, on a eu c'est pendant le calibrage au début avec mon premier contact qui me dit, oui, histoire de souvenir. Et c'était une joueuse française, c'était son premier LARP de ce genre-là. Elle n'était pas très sûre, elle me disait « Ouais, j'ai eu une idée, on pourrait faire une séance, une hypnotisme avec Mind's Eye. » Je lui ai dit « Mais où ?» Voilà. Idée formidable. Parce qu'il savait où Mind's Eye, donc je sais qui, quand et où ça arrivera. Et alors le système,
J'adore aussi les tag names. C'est les étudiants, donc ça Voilà, tient, t'as un tag name. Et la lettre, Ouais. ça permet, ça c'est bon, voilà, c'est un peu métagaming, c'est un peu métatechnique de dire oui, ça commence par un E, je sais que c'est Enigma. Mais en même temps, ça marche très bien. Mais ça aide, Ça aide. énormément. On cherche un mind's eye, on commence pas à poser la question à tout le monde. On cherche Voilà. quelqu'un qui a un M, et on lui parle, il se Toi. demande tiens, dis, tu connais pas un peu, et c'est parti, ça Ouais. marche tout seul. Parce qu'on a fait ça aussi parce qu'on savait qu'il y avait à peu près 4 catégories de gens qui venaient jouer les jeux. Un, c'était bon, les génistes hardcore, donc les gens qui sont habitués à faire ça, et à l'international. Puis il y avait des gens qui jouaient déjà, mais qui n'ont jamais joué en international. Et puis il y avait des gens qui venaient de jeux de rôle table, parce qu'ils aimaient Call of Cthulhu par exemple. Et il y avait des gens qui venaient pas du milieu de jeu du tout, et qui étaient des gens passionnés par la littérature. Donc on avait ces 4 catégories de personnes, et donc on disait comment il faut faire. Et donc on a pensé ça. On ne sait pas si on va le refaire, on nous a demandé, bien sûr. C'est la dernière question là. Ok. Est-ce qu'on refait Miskatonic? Voilà. Non, mais vas-y, dis-moi. Et on ne sait pas. La question, on va le faire. On a envie, bien sûr, on a envie parce que c'est un jeu qui est très cher enfin, qui on aime bien, et nous a donné beaucoup de satisfaction, et aussi a fait connaître Chaos League beaucoup par des gens qui ne nous connaissaient pas avant. Et aussi qui a commencé à faire jouer des gens jeunes en général. Et là, je les vois dans des jeunes des autres organes, je suis super content parce que pour certains, c'était leur première expérience, ils ont aimé, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a. J'ai découvert les gènes, qu'est-ce que c'est les gènes? Et tiens, il y a plein de choses, donc il essaie. Et 2024, ça sera Sahara, Ouais. donc c'est notre année en Tunisie, donc il n'y aura pas de Miskatonic l'année prochaine. 2025 peut-être, on va essayer de le refaire. On ne sait pas quand, ça sera 2025 ou après, pas l'année prochaine. Du coup, petite question qui me vient maintenant, qu'est-ce que tu penses du fait de rejouer Miskatonic? Okay. Il y a plusieurs joueurs et joueuses qui l'ont refait. Parce que si tu changes, par exemple, professeur ou étudiant, c'est déjà très différent, très différent comme expérience. Après, dans les étudiants, il y a 6 groupes différents et sont vraiment très différents les groupes. Ces parties sont en commun, et les mystères et tout. Mais si ça, c'est quelque chose que tu aimes bien, tu aimerais aussi le refaire. Par contre, il y a des choses qui sont très différentes parce que si tu joues quelqu'un qui pendant 3 jours est beaucoup dans l'occulte et tout ça, et après tu veux faire les gars qui veulent juste faire des blagues et ça change beaucoup ta journée. Donc il y a certains. Et il y a un cas très amusant qui nous a fait très plaisir d'ailleurs. Il y avait un joueur qui pendant le jeu est venu dans la salle des jeunes et s'est inscrit pour la ronde d'après. En disant j'aime trop les jeux, avant que ça soit complet, je vais m'inscrire. Et il s'inscrit là, tout le moment. Ah bah, c'est excellent. Moi, à la base, j'avais mis dans les sélections de caractères beaucoup de professeurs, donc ça m'intriguait vraiment de jouer le professeur. Et un ou deux étudiants, je ne vais pas mettre que des profs. J'ai eu un tir au début, j'étais un peu déçu. Et en fait, maintenant que j'ai vu le jeu, je me dis que c'était mieux de le faire dans ce sens-là et de peut-être après réinscrire et essayer de jouer un professeur pour voir l'autre aspect. T'es le bienvenu. Parce que c'était en fait très sympa de jouer. Il y a un autre élément dont je n'étais pas convaincu sur le moment, c'est le couvre-feu. Quand on a commencé à faire, moi j'étais préfet, Ok. quand on a commencé à tourner dans le couvre-feu, là on était un peu 6 tout seul dans les couloirs, on disait bon, je sais pas si ça va marcher, on va peut-être tourner pendant 1 heure tout seul comme ça dans le noir et en fait il va rien se passer. Et puis on est tombé sur un étudiant, et puis sur d'autres, et puis en fait ça marche super bien. C'est tout simple, c'est tout bête, mais en fait ça marche super bien. Ouais. Et ça marche bien parce que je crois parce qu'il y a des trucs. Et en fait, il y a c'est une activité en soi qui est amusant parce que tout le monde aime jouer à cache-cache ou marcher dans le noir ou pas se faire voir, tu vois. Mais et aussi c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans la vie d'adulte. Tu fais pas ça. Mais aussi, donc c'est amusant en soi. Mais aussi c'est très bien lié à l'université. Donc c'est quelque chose qui te fait, qui t'amuse et qui te renvoie tout le temps au fait que tu es à l'université. Qui a un sens et qui renforce l'université, voilà, qui a des règles, l'université ancienne, très sérieuse, mais en même temps tu es un jeune, donc tu veux oser, tu veux voir la vraie vie. Et donc c'est un jeu tout simple qui marche super bien. Et après, s'il te trouve les jours après, tu as des conséquences. Ouais. Donc c'est très bien un jeu de savoir que ce que tu fais un jour a un rebond le lendemain. Ça te donne l'idée d'une vraie vie. Avec des choses qui arrivent dans le temps. C'est pas là, c'est demain. Et puis demain, ça arrive.
Donc c'est ça. Et tu finis, je ne sais pas ce qui s'est passé en détention du coup. Ah, des fois, ça dépend des professeurs qui étaient. Des fois, ça a été un peu rigide, des fois un peu moins. Du coup, les autres projets je confonds toujours, de Chaos League, il y a Sahara, qui est un peu la suite de Miskatonic. Non, c'est le prequel. Ah non, c'est la suite, ça. Non, je l'ai oublié. Oui, c'est la suite. C'est ça, c'est un peu le... Sahara, ça vient après. En fait, Miskatonic, on l'a écrit après, mais c'est l'histoire d'avant. Okay. Nous, on a fait Sahara en 2020, on l'a joué. Ouais. Et puis, on l'a terminé. Et puis, on a dit que ça serait bien de jouer l'histoire qui a amené les gens à aller dans le désert. Donc, on a dit 10 ans avant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'expédition est allée dans le désert? Parce qu'ils ont découvert des trucs et c'est l'histoire de Miskatonic. Donc, tu prépares avec Miskatonic l'expédition pour le Sahara. Ok. Et puis des autres projets, 2024, on va faire 6 fois Sahara. Ouais. 3 fois en avril, 3 fois en octobre. Oui, c'est beaucoup, mais... Vous allez vivre en Tunisie. Ouais. Et puis, il y a aussi, et ça c'est une toute dernière surprise, on va faire 3 fois The Secrets We Keep. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà, qui a déjà été joué, qui existe déjà depuis longtemps? Ouais, c'est un des jeux qu'on a refait le plus. L'année prochaine, on va faire le run numéro 12, 13 et 14. Donc, on le fera 14 fois. Et c'est un jeu différent. C'est pour 30 joueurs, donc c'est un petit format. Et c'est 2 jours, donc c'est aussi plus court. Mais c'est un jeu que les gens aiment particulièrement parce que ça va très en profondeur. Je joue beaucoup sur les émotions et sur les groupes. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un groupe d'orphelins qui ont grandi dans la même structure. Et donc, ils étaient juste la famille un de l'autre. Et puis, un d'eux, il est mort quand ils étaient entre 6 et 10 ans, donc ils étaient très jeunes. Un est mort et donc l'orphelinat a été fermé et ils ont été envoyés dans des autres structures. Donc, ils ne se sont jamais vus pendant 20 ans. Et ils se revoient pour la première fois. Donc, il y a ce côté un peu Stephen King. C'est pas un jeu d'horreur. Il y a des moments d'inquiétude, mais c'est surtout un jeu sur la mémoire. En fait, la dernière fois que je t'ai eu, tu étais un gamin. Donc là, tu es un adulte. Donc, qui on est maintenant et qui on était. Et donc, on joue beaucoup sur la mémoire et beaucoup sur l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de très important dans la vie et qui est vraiment pas beaucoup exploré en jeune. I mean, tu as des amis, ton personnage souvent peut avoir des amis, mais un jeu sur l'amitié, c'est assez rare. Et donc, je crois que c'est pour ça que beaucoup de gens veulent jouer ça, parce que aussi ça touche des corps qu'on a tous, parce qu'on a tous eu un groupe d'amis quand on était jeunes. Certains, on est encore en total, certains, on les a perdus. Mais donc, c'est toujours quelque chose qui travaille en nous. Et c'est aussi les settings, les années 80-99, on a eu une sorte de histoire passée floue. On ne sait pas exactement où on est quelque part dans la mémoire. Et donc on joue là, et c'est très important au niveau des métatechniques et de la structure. On a expérimenté beaucoup. Je te fais un tout court exemple. Par exemple, le jeu commence avec la dernière scène. Okay. Donc on commence en sachant qu'on a su qu'est-ce qui s'est passé à notre ami quand il est mort. Et après, on coupe la scène avant de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais on commence le jeu en sachant que 3 jours après, on le saura. Donc on commence avec ça. Puis on coupe la scène et on recommence comme si on était juste arrivé à la location. Ah, salut, ça va, ça fait longtemps. Voilà. Okay. Donc on joue et cette scène, la dernière scène, arrive 3 fois dans le jeu. Chaos League, ça n'a pas l'air d'être prêt de s'arrêter. Il y a encore de la motivation. Ah ouais, on n'est pas prêt d'arrêter parce que aussi c'est un groupe d'amis à la base. On a commencé à être amis avant de commencer à jouer ensemble. Donc certains, je te fais un exemple personnel, un des cofondateurs, c'est mon frère. Et il n'y a pas de chance que je ne vois pas mon frère dans ma vie. Et puis certains sont mariés entre eux. Et puis il y a certains qui ont été colocs quand on était à l'université, par exemple. En fait, c'est-à-dire que de base, on se voit tous les jours. Donc autant faire des jeux puisqu'on se voit. Donc si on ne voyait plus de jeux de Chaos League, ça veut dire que ça tournait mal aussi en général. J'ai plus d'amis. Oui, il faut espérer que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, Alessandro, merci beaucoup d'être venu papoter avec moi. On vous a parlé de Chaos League, vous savez un peu ce qu'ils font. Je vous conseille d'aller essayer parce que l'international c'est très sympa. Et voilà, merci à toi. Merci à toi, merci à qui nous a regardé. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao. Tout le monde n'est pas sensible à ça, moi ça me touche d'avoir des polices de caractère, il y a un cachet, des cordes sur le papier. Je suis content que tu l'as noté parce que pas tout le monde note, mais nous on aime vraiment ça. Et que quand tu reçois quelque chose de nous, avant le jeu, pendant le jeu, c'est quelque chose aussi de beau. Parce que l'émerveillement passe aussi par ça.